Hello les copains et bienvenue une fois de plus sur Kitchen Phoenix, la chaîne dédiée à Flesh and Blood entre copains. J'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer, petite parenthèse, je tenais à m'excuser auprès de vous parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pondu de contenu sur la chaîne. Je suis un peu moins régulier. Obligation professionnelle oblige. Voilà. Je suis un peu tout seul sur Kitchen Things pour tout faire, script, tournage, montage, éclairage, tout ce que vous voulez. J'ai pas d'acolyte autour de moi pour m'assister, pour prendre ma place, faire du contenu à ma place pour la chaîne. Du coup, je suis un peu livré à moi-même et j'essaie de me dégager du temps quand je peux pour le faire. Voilà. Mais je tenais quand même à m'excuser auprès de vous. C'est la moindre des choses. Sans transition, je sais, oui, c'est dégueulasse, mais soit, c'est moi qui décide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'un deck avec lequel je prends beaucoup de plaisir depuis quelques semaines. Je parle de Fang, notre warrior draconique tout droit venu de The Hunted, qui aurait cru qu'un jour je joue warrior et que je m'amuse surtout à jouer warrior. Comme quoi, tout est possible dans la vie, ne perdez jamais espoir. Pourquoi Fang? Déjà parce que j'adore la DA des cartes draconiques, voilà, petite sensibilité artistique avec les cartes draconiques. J'adore le skin de Fang en lui-même, il me rappelle un peu Shredder des Tortues Ninja début années 90. Je sais, c'est pas vraiment un argument, mais la nostalgie, tout ça, tout ça. Et deuxième point, parce que j'adore le style de jeu de ce deck, c'est ce deck mid-range qui va vouloir gagner à la value, donc faire plus de value que l'adversaire. C'est pas un deck aggro qui va tout droit. Si vous aimez ce genre de deck, mauvaise pioche, parce que c'est pas le cas de ce deck-là. On va très souvent avoir un petit déficit de PV en début de game, le temps qu'on soit online. Et puis petit à petit, on va créer tellement de value que ce déficit, il va être inversé, sans même qu'on s'en rende compte. C'est le genre de deck qui peut très bien, une fois qu'on est online, sur une main de 4 cartes, bloquer avec 3 cartes, et derrière proposer 6 dégâts avec juste un instant rouge. Oui, c'est faisable dans Fang. Et j'aime ce genre de deck voilà, qui crée de la value, surtout qu'on est dans une méta avec des Aurora, des Syndra, pas mal de decks qui ne bloquent pas en fait. Donc nous on tank et les dégâts qu'on passe sont un peu free, et du coup c'est assez facile d'arriver online avec nos 3 Filti. Mais bref, on verra ça dans la deck tech. Avant d'attaquer la deck tech justement, je vous invite à soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pouce bleu, partage, abonnement. Merci d'avance les copains. Je vous laisse à la vidéo. Bisous bisous. Ciao ciao. Et on est parti les copains pour la deck tech. Alors déjà Fang, qu'est-ce qu'il fait notre warrior draconique? Eh bien à chaque fois que l'on va toucher un héros qui est marqué ou condamné comme vous préférez, on va créer un jeton Fealty, un jeton fidélité. Ces jetons vont nous permettre en instant, en les détruisant, de donner le type draconique à la prochaine carte que l'on va jouer. En contrepartie, si l'on n'a pas joué de carte draconique ou si l'on n'a pas créé de jetons Fealty dans le tour, on va tout simplement perdre nos jetons. Et ça va être là tout le sel, tout le principe du deck. On va essayer de garder cette streak de Fealty, en garder au moins 3, puisque quand on en a au moins 3, c'est là que tout le potentiel de Fang s'exprime, se libère, puisque quand on en contrôle 3, nos dagues vont coûter une ressource en moins à jouer, et vous voyez que de base, ces dagues coûtent une ressource, donc ça va rendre nos attaques de dagues gratuites. Et oui, LSS nous a pondu un warrior qui attaque gratuitement, voilà. Ils l'ont fait. Est-ce que c'est trop fort? Alors, avant qu'on ait nos 3 Filti, non, Fang est sous-staté. Fang fait des choses pas très folles quand on est à moins de 3 Filti. Mais cela dit, quand on arrive enfin au seuil critique des 3 Filti, eh bien là, Fang devient un héros dégénéré. Voilà, ça fait des choses qui n'ont aucun sens, c'est craqué, ça fait des mathématiques de folie, puisque la moindre carte que l'on a en main va générer de la value, puisqu'on n'a plus besoin de pitcher pour attaquer. On va tout simplement dire, ben voilà, pour 0, je propose 1, qui n'est jamais réellement 1 dans Warrior. Mais voilà, donc la value de Fang est juste incroyable. On va voir après comment ça fonctionne. Petit point sur nos armes. On va jouer les Obsidian Firebane, qui sont donc les seules dagues draconiques
du jeu. Ces dagues viennent pour 1, pour une ressource. Bien sûr, le but c'est qu'elles viennent pour 0. Hein. Et si l'on a joué une carte draconique, donc que ce soit une réaction ou un instant, peu importe, sur le maillon de chaîne, eh bien la dague va gagner +1 et go again. Donc vous l'aurez compris, le but est de, au moins à chaque tour, essayer de jouer une réaction ou un instant draconique pour mettre nos 2 coups de dague. Chose qui est très facilement réalisable vu le build du deck et les ratios de draconique qu'on a. On verra ça pareil tout à l'heure quand on parlera du deck. Petit point sur les équipements. Du coup, on a la Crown of Providence en équipement de tête. Déjà, ça bloque 2, donc c'est très très bien. Autre point qui est sympa, ça nous permet des fois de corriger des mains qui sont un peu bricky. Ça peut arriver, c'est très rare que l'on n'ait pas de draconique en main et qu'on n'ait pas assez de filti pour transformer nos cartes en draconique. Du coup, la Crown nous permet d'avoir une seconde chance, tout simplement, pour piocher la draconique qui nous manquerait. Ça m'a sauvé la vie une paire de fois déjà. Et c'est aussi, contre les decks disruptifs et contre Assassin notamment, ça nous permet par exemple de sauver notre arsenal, ce qui n'est pas négligeable. En torse, les les Grain Spill, pardon, j'ai oublié le nom anglais, les fibres de verse le sang en français, c'est probablement un des équipements le plus important dans Fang, puisqu'en début de game, avant qu'on ait nos 3 filtis, et bien à chaque fois qu'on va toucher avec une de nos dagues, on va pouvoir payer une ressource pour créer un jeton Vigor qui nous donnera donc une ressource au début de notre prochain tour. Ce qui financera, qui paiera du moins la première attaque de dague au prochain tour, donc on n'aura pas à pitcher. C'est un engine qui est très intéressant dans Fang, du moins en début de game. Et puis même en deuxième partie de game, ça va rentabiliser nos bleus. C'est un peu ce qu'on appelle un mana sink, un puits en mana, comme on appelait ça à Magic. Ça va nous permettre de convertir nos ressources supplémentaires dont on n'aurait pas forcément besoin. Ça va nous permettre de les garder pour le tour d'après. Même principe pour les brassards de Braveforge, les Braveforge Bracers. Ça tank 2 puis 1, donc ça tank 3 au total. Et ça nous permet du coup de sync nos ressources qu'on aurait en trop pour donner +1 à notre attaque d'armes, ce qui n'est pas négligeable dans certains match-ups, on va pas se mentir. Dernier point, l'équipement probablement le plus puissant, le plus important de Fang, les Valiant Dynamo. Ça bloque à 1, mais à notre end phase, si on a attaqué au moins 2 fois avec nos armes ce tour-ci, on va retirer le marqueur -1 pour pouvoir rebloquer avec et donc refaire cette value de façon perpétuelle, toujours 1, 1, 1, 1, 1. Et en fin de game, malgré tout, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est tout simplement énorme en termes de value, sachant que Fang est probablement le héros qui va au mieux exploiter les Valiant Dynamo, puisque une fois online, une fois qu'on a nos 3 filtis, une seule carte draconique va nous permettre de reset les Valiant Dynamo, donc c'est juste absurde. On a fait le point des équipements et du héros, on va passer de suite au cœur du deck. On va commencer bien sûr par les actions d'attaque. Comme vous pouvez le voir, j'en joue 12. On joue 3 exemplaires de Oath of Loyalty qui vont faire office du coup de starter draconique. Ça sera à chaque fois notre premier maillon de chaîne draconique, ce qui est très important puisque notre première attaque de dague du coup sera notre deuxième maillon de chaîne draconique. Et vous verrez plus tard que la plupart des réactions draconiques de The Hunted ont un effet sympa quand elles sont jouées en tant que deuxième maillon de chaîne draconique. Du coup, ça unlock certains effets sur nos réactions, en plus d'être une 4 go again pour 0, hein, ce qui n'est pas ridicule. Et en plus, ça bloque 3. Ça nous lock en draconique, certes, mais si on a un peu plus de filti que prévu, eh bien, on peut convertir nos cartes en draconique, donc on peut quand même les jouer. C'est un peu handicapant quand on en a 2 en main, mais hormis ça, c'est juste pépite et staple dans le deck. 3 exemplaires de Blazed Long, carte draconique assez culte qui a été jouée depuis très longtemps dans Faille, etc. Donc c'est un extender, ça va nous faire office de 4 Gweigen gratuit, ça ne bloque que 2, hein, on ne peut pas tout demander non plus. Donc c'est juste là en guise d'extender, c'est 4 dégâts en plus, c'est gratuit, ça fait plaisir. March of Loyalty, un peu le même principe que Blazed Long,
dans notre deck, c'est voué à être une 4 Go Again, hein, puisque si l'on a créé un Filthy dans le tour, ça gagne Go Again. Ça bloque, enfin ça force des fois des blocs un peu débiles, dans le sens que si notre adversaire est marqué et qu'on attaque avec March of Loyalty, il va absolument vouloir bloquer le March of Loyalty, puisque on hit, si l'adversaire est marqué, on va créer un Filthy, et du coup la carte gagnera Go Again, et donc on pourra enchaîner derrière. Donc ça force soit les blocs, donc soit on prendra des cartes de la main de l'adversaire, soit on a un extender qui fera 4 Go Again, et puis ça bloque 3 aussi. Et dans une méta qui est très rapide et plutôt axée aggro, avec des Aurora, des Syndra, etc., je privilégie les blocs à 3. Dernière action d'attaque, les Force Hydrakai, donc 3 exemplaires. Cette carte, c'est juste une pépite. Ça bloque 3 aussi, ça vient à 4 pour 0. Et surtout, quand on attaque un héros qui est marqué, ça crée d'office un jeton Filthy. Et si l'on touche, en plus, puisque c'est un breakpoint 4, on crée du coup un deuxième Filthy. Cette carte peut juste nous accélérer de façon folle dans notre quête au Filthy, x3 obligatoire. Et puis en fin de game, soit ça met 4 dégâts, soit ça bloque à 3. Ça fera toujours de la value. On va parler maintenant des réactions d'attaque draconiques. Je vous présente pour l'instant que les draconiques. Juste après, je vous présenterai les non draconiques. Là, j'en ai 16 du coup de base dans mon deck. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est que des réactions que l'on pourra jouer pour 0. Même si Fire and Brimstone coûte 2, on joue pour 0. Dans ma philosophie de deck, je ne voulais aucune carte qui coûte une ressource. C'est pour ça que j'ai dû mettre de côté Endir Devotion, qui était une excellente réaction, mais qui coûte une ressource. Et du coup, je suis un peu mitigé sur la carte, et pour l'instant, j'ai décidé de la cut. Affirm Loyalty x3, c'est probablement notre meilleure réaction dans le deck. L'attaque de dague ciblée gagne plus 2, donc vu que c'est draconique, ça va donner plus 3 en fait, et Go Again à notre dague. Et si l'on contrôle au moins 2 maillons de chaîne draconique ou plus, ça va nous créer un Filthy, donc ça nous accélère dans notre quête aux 3 Filthy. Donc ça marche très bien, par exemple, maillon de chaîne 1, vous faites off Loyalty, 4 Go Again, vous faites un coup de dague, vous jouez Affirm Loyalty derrière, que ça hit ou pas, on s'en fout, puisque du coup c'est notre deuxième maillon de chaîne et ça nous crée automatiquement un Filthy. Long Whisker Loyalty, donc la carte modale. Déjà, c'est une des rares réactions d'attaque qui a le bon goût de défendre à 3, ce qui n'est pas négligeable. Pour chaque maillon de chaîne draconique que l'on contrôle, on choisit un des 3 effets. Donc si on contrôle 2, on en choisit 2. Si on a 3 maillons de chaîne, on choisit les 3. C'est la foire à la saucisse. Donc l'attaque de dague ciblée gagne plus 2, qui est encore une fois en fait un plus 3. Vous pouvez attaquer une fois supplémentaire avec la dague ciblée ce tour-ci. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de cibler la dague sur laquelle vous jouez la réaction. Vous pouvez très bien cibler l'autre dague qui attend patiemment d'être lancée. Ou si vous avez déjà attaqué avec une dague, rattaquer avec la dague précédente du coup. Vous n'êtes pas obligé de cibler la dague sur laquelle vous jouez la réaction. Voilà. La prochaine fois que la dague ciblée touche ce tour-ci, le héros adverse est condamné, marqué, appelez ça comme vous voulez. Encore une fois, on n'est pas obligé de cibler la dague sur laquelle on joue notre réaction. Ça peut être aussi un très bon leurre. Par exemple, on fait un coup de dague, l'adversaire défend, on joue Long Whisker en réaction et on dit que c'est notre dague d'après, que si elle hit, elle marquera l'adversaire. Donc c'est une carte qui est très polyvalente. Encore une fois, ça défend à 3, donc c'est très utile dans les match-ups agressifs quand on a besoin de tanker. C'est un must-have, c'est une des cartes staple de Fang. Je ne me vois pas m'en priver. Lame calcinante, du coup l'attaque de dague ciblée gagne plus 2, qui est encore une fois un plus 3. Et si on contrôle au moins 2 maillons de chaîne draconique, l'attaque gagne plus 3, donc en fait plus 4 si c'est notre deuxième maillon de chaîne draconique. Tout ça pour 0. C'est exactement tout ce qu'on veut dans Fang. Vous remarquerez qu'une fois que nos 3 Filthy sont online, la moindre de nos cartes en main va créer entre 4 et 6 de value pour 0 ressources. Et ça, c'est juste énorme. Searing Gaze, 3 exemplaires, c'est une des réactions aussi les plus intéressantes de Fang, puisque l'attaque de dague ciblée gagne plus 2, qui est en réalité un plus 3.
Et si je contrôle au moins 2 maillons de chaîne draconique, ça gagne quand cette carte hit, marquer, condamner l'adversaire comme vous voulez. Donc pareil, c'est très important dans l'optique de notre game plan de vouloir marquer, toucher, marquer, toucher. Fire and Brimstone, la légendaire du deck, donc on ne peut en avoir qu'une dans le deck. Ça coûte 1 de moins pour chaque maillon de chaîne draconique que l'on contrôle, donc ça vient pour 0 hein, si vous jouez correctement votre carte. Les decks que l'on contrôle gagnent plus 1 et l'on peut attaquer une fois supplémentaire avec elle ce tour-ci. C'est une carte, c'est un peu pénible quand on l'a en début de game. Si vous savez que la game va aller au second cycle, vous pouvez la pitch tacker. C'est souvent ce que je fais contre Jarl par exemple ou des decks Florian qui ont tendance à bien tanker et vouloir nous amener au second cycle. Donc j'aime bien pitch tacker en début pour la retrouver en fin de game et proposer vraiment une grosse combat chain qui a tendance à les achever ou du moins les mettre en mauvaise position. Sinon, si vous savez contre aggro que vous n'allez pas aller au second cycle, bloquez tout simplement avec, ça bloque 3, ça fait toujours plaisir. Hunt's End, et ça termine les games de nulle part. C'est un peu notre Just Unique version Warrior. On peut la jouer uniquement si l'on contrôle 3 jetons Filthy ou plus. Et l'attaque de Dax ciblé va gagner plus 4, qui est en réalité un plus 5, et tout ça pour 0. Donc voilà, Value Town, bienvenue, des dégâts gratuits, ça fait plaisir. Et en plus, ça bloque que 3, encore une fois. Donc c'est pépite, c'est staple. Encore une fois, même problème que Fire and Brimstone, c'est le genre de carte qu'on n'a pas envie de voir en main de départ. Généralement, soit on la pitch, soit on bloque avec. C'est un peu dommage. Et par contre, on est très heureux de l'avoir une fois qu'on a nos 3 Filthy. Avant de parler des attaques-réactions non draconiques, petit point sur les instants draconiques, puisque nos decks nous demandent de jouer une carte draconique et pas forcément une réaction d'attaque. On va donc jouer 3 exemplaires de Pledge Filthy. Ça ne bloque pas, malheureusement, mais ça nous crée du coup un jeton Filthy, donc ça nous accélère à notre game plan. J'ai longtemps hésité à en jouer 2 plutôt que 3, mais finalement la carte est trop essentielle, ça nous accélère vraiment énormément. On n'est pas très content qu'on la pioche en fin de game et qu'on veut bloquer. Mais bon, ça fait partie de la variance. C'est comme ça. Ça donne plus un go again à une de nos dagues tout en nous créant un Filthy. Donc c'est staple, c'est x3, ça fait plaisir. Deuxième instant, 3 exemplaires de Tooth of the Dragon. Notre prochaine attaque draconique, ce tour-ci, va gagner plus 3. Donc cette carte fait en réalité 4 de value, puisqu'elle va donner plus 1 à notre première dague et go again, pour ensuite donner plus 3 à la deuxième. Cette carte met un peu l'adversaire dans une situation de mauvais choix de bloc, tout simplement, puisque si on attaque avec notre première dague et que l'adversaire bloque avec une ou 2 cartes, on peut tout simplement faire Tooth of the Dragon pour dire voilà mon ami, tu as bloqué pour rien, puisque tout va arriver sur la deuxième dague. Donc pareil, ça ne bloque pas malheureusement, mais c'est extrêmement fort et ça met toujours l'adversaire dans une mauvaise position. On adore. Venons-en aux réactions d'attaque non draconiques. Donc 6 exemplaires de Scar Tissue, 3 rouges, 3 jaunes. La rouge donne plus 3 et on hit, on marque l'adversaire. La jaune plus 2. Sachant que si l'on craque un jeton Filthy, ça fait plus 4 et plus 3. Ce qui est juste monstrueux au niveau de la value. Et puis ça rentre tout à fait dans notre game plan de vouloir marquer l'adversaire pour menacer la création d'un Filthy. Donc c'est juste primordial dans le deck. Les versions jaunes peuvent être très bien pitchées en début de game pour attaquer avec nos 2 dagues. Vu qu'il n'y a pas de réaction ou d'action d'attaque qui coûte une ressource dans le deck, tout est gratuit. 2 ressources suffisent amplement pour faire tourner le deck. 3 exemplaires de Blade Fury, je pense que j'ai même pas besoin de présenter la carte. C'est juste staple de la classe Warrior. L'attaque d'armes ciblée gagne plus 2 et notre prochaine attaque d'armes gagne plus 2 également, sachant que sous jeton Filthy craqué, ça fait plus 3 et plus 2, donc 5 de value, ce qui est juste fou. Voilà, la carte est folle de base, mais dans Fang ça devient encore meilleur, et aussi ça a le bon goût de bloquer 3, donc c'est juste pépite. 3 exemplaires de Glint the Quicksilver, donc pareil au début j'étais un peu réticent. J'avais joué les Provoque qui m'ont énormément déçu puisque ça coûte
une ressource. Et du coup, au final, on perd énormément de value, en fait. On va devoir pitcher une rouge, par exemple, pour pouvoir faire notre provoque. Et en fait, on perd entre 4 et 6 points de value, ce qui est un peu dommage. Glint the Quicksilver va donner un Go Again gratuit à notre DAG. Et en plus, à reprise. Donc ça va nous permettre de piocher une carte si l'adversaire a bloqué avec une carte de sa main. Donc c'est un Go Again gratuit qui va nous redonner du gaz pour pouvoir enchaîner derrière sur la seconde dague et pouvoir faire bien mal comme il faut. Et pareil, ça bloque 3, ça peut être pitché aussi en début de game. C'est juste hyper polyvalent dans le deck. S'il y a une bleue que je n'enlèverai pas dans le deck, c'est bien elle. Parlons un peu du package Bloodshed, et oui je l'appelle comme ça puisque tout va tourner autour de cette carte Saber Bloodshed. Dans notre deck ça fait office de power card, c'est un peu un snatch amélioré. Notre prochaine attaque de dague ce tour-ci va gagner plus 4, donc ça va faire venir nos dagues pour 5, ce qui est plutôt sympathique puisque si on a nos 3 Filti, on aura payé 0 ressources pour ça. Donc c'est toujours agréable. Et surtout, la prochaine fois que l'on va toucher un adversaire qui est marqué / condamné avec une dague, on va piocher une carte. Alors attention, parce que des fois, il y a des gens qui lisent un peu mal la carte. C'est pas forcément la première dague boostée qui a besoin de hit pour draw. Si la deuxième dague hit, on draw quand même. Il y a des gens qui ont tendance un peu à surbloquer la première dague, alors que la deuxième suffit aussi, un dégât suffit pour piocher notre petite carte. Donc faites très attention quand vous jouez contre Saber Bloodshed. Pour aller avec tout ça, 3 exemplaires de Relentless Pursuit. Déjà, c'est bleu, ça bloque 3, ce qui est plutôt pas mal, et surtout ça nous marque l'adversaire pour 0. Donc c'est très polyvalent dans le deck, ça peut marquer l'adversaire. En début de game, avant qu'on ait nos Filti, ça nous pitch 3 ressources pour attaquer avec nos dagues. Et en fin de game, quand on a besoin de défendre, ça fait quand même de la value, puisque ça bloquera 3. Et enfin, 2 exemplaires de tuyaux. À la base, je ne jouais pas cette carte-là, je joue justement 2 exemplaires de Provoque, carte qui m'a un peu déçu. Et c'est justement le deck qui a gagné le Battle Hardened Eindhoven, qui a fait 11-0, qui m'a donné, sans mauvais jeu de mots, le tuyau, qui m'a un peu convaincu. Et après avoir testé la carte, et bien oui, effectivement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir sur un Saber Bloodshed de pouvoir un instant avant les dégâts, pouvoir défausser la carte pour marquer l'adversaire et enfin pouvoir hit. Donc ça surprend, ça vient de nulle part. J'aime ce côté un peu instant, ça me rappelle un peu mes games de Magic de l'époque. Ça me régale, voilà, tout simplement. Et j'aime bien voir un peu l'adversaire se décomposer quand il prend ça dans sa trogne. On termine le main deck par 3 exemplaires de Smokeout, la défense réaction draconique. Ça ne défend que 3 et pas 4, c'est dommage. Mais lorsqu'on défend une carte rouge, eh bien ça va nous aider dans notre game plan, puisque ça va marquer l'adversaire en défense pour potentiellement à notre tour pouvoir créer un Filti. J'adore cette carte. Beaucoup de listes récentes la cut. Mais pour l'instant, avec le nombre d'Aurora, de Syndra, enfin tout ce qui traîne, je veux Smokeout. Je trouve cette carte trop importante et puissante dans notre optique et game plan. 3 exemplaires de Sigil of Solace. C'est un peu notre deuxième Tooth of the Dragon. Ça ne bloque pas, mais ça nous fait gagner 3 points de vie en instant. En fait, au total, ça peut faire 4 points de value, justement, comme Tooth of the Dragon. Au lieu d'avoir 4 points de value offensif, ça sera plutôt défensif, entre guillemets, puisque si on craque un Filti et qu'on rend Sigil of Solace draconique, eh bien, on va donner plus un Go Again à notre dague et en plus gagner donc les 3 PV. Ça peut être sympa, par exemple, si l'adversaire bloque un peu mal sur la première dague, qu'il a tendance un peu à se commit défensivement. On peut juste craquer un Filti, faire Sigil, plus un Go Again, on gagne 3 PV, et ensuite on met la sauce sur la deuxième dague. Donc très très fort, ça m'a fait gagner énormément de games qui étaient close. À sortir contre tout match-up qui a des effets onit un peu chiants, un peu pénibles, mais sinon dans beaucoup de games où ça se joue vraiment aux dégâts, c'est tellement important d'avoir ce petit matelas de PV en plus. On conclut avec le side. Donc qu'est-ce qu'on met en side? On met un Kabuto of Imperial Authority, le nouvel équipement légendaire Warrior venu de The Undead. Ça bloque 2 et quand ça défend jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne peut pas utiliser, ou attaquer avec ses armes. Je rends ça par exemple contre Enigma, puisque je vous rappelle que ces scrolls font en sorte que ces auras deviennent des attaques d'armes. Donc ça peut éviter pas mal de
gros tours, en fait, tout simplement de Enigma. C'est très fort aussi contre Aurora pendant ses tours de, comment ça s'appelle, de Arc Lightning, pardon. On peut tout simplement bloquer la première attaque, donc déjà faire 2 value. Éviter le coup de Starfall, donc prévenir les 2 dégâts du Starfall, et surtout prévenir le dégât d'arcane du Go Again du Starfall. Donc on aura fait 5 de value avec ce casque face à Aurora. C'est également très très fort contre Brut, notamment lors des tours de Blood Rush Below, puisqu'on peut tout simplement bloquer la première attaque et empêcher notre adversaire de venir avec ses clos. Donc on fait 2 de bloc avec le casque et on prévient les 5 dégâts de la clos. Donc on fait 7 de value face à Brut. C'est juste énorme, c'est meilleur, c'est encore meilleur qu'un Carrion Husk. C'est très fort également dans le Mirror, puisque vous jouez ça face à n'importe quel Warrior. Vous détruisez Dorinthea littéralement, si vous jouez ça, si vous bloquez avec au bon moment. Contre Fang, c'est juste monstrueux. J'aime pas me le prendre en face non plus, je vous rassure. Mais c'est dans tellement de match-up, ça nous sauve tellement la mise. C'est staple, voilà, ça a sa place en side. Pas en main deck, mais ça fait le taf dans beaucoup de match-up en side. Un exemplaire de Spellfree Tiara pour le Spell Void 1. Alors à la base, je jouais Null Rune Hood. Et finalement, je teste le Spell Void 1. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans les match-ups comme Aurora et Florian, par exemple, j'avais tendance tout simplement à ne jamais pitcher. Voilà, j'avais tendance à ne jamais payer l'arcane barrière. Du coup, je me suis dit, le Spell Void, ça peut être sympa, dans le sens que contre Aurora, par exemple, quand elle fait sa réaction de défense, le Sigil of Suffering, pour nous pinguer à pendant qu'elle a son channel pour pouvoir piocher en bloquant, eh bien on craque notre Spellfree Tiara, on évite le dégât d'arcane en défense, donc on évite aussi de bloquer à 4, elle ne bloque que de 3, donc on fait 1 point de value sur la défense réaction, puisqu'elle ne défend pas à 4 mais à 3, 1 point de value puisqu'on on tank le dégât d'arcane, et en plus on fait au moins 4 de value puisqu'on évite à Aurora de piocher en fait sa carte supplémentaire. Donc c'est très très fort. On souffre du coup, comme vous pouvez le voir par le side du manque d'arcane barrière contre Binset par exemple. On va beaucoup souffrir contre Binset, on va énormément souffrir contre Wizard. Kano nous détruit, voilà, littéralement. Si Wizard et Kano viennent à être plus impactants dans la prochaine méta, dans les mois à venir, je retravaillerai un peu le side pour pouvoir les tanker, pour pouvoir avoir une petite chance contre eux. Parce qu'à l'heure actuelle, tomber contre Kano, c'est, je vais pas dire une game perdue d'avance, parce qu'on sait jamais, mais voilà, c'est très 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 en faveur de Kano. Ensuite, je joue 6 défenses réaction qui tank 4, donc qui défendent les breakpoints de Aurora par exemple. C'est très important quand on veut arrêter les tours de Burn Up Shock. Beaucoup d'attaques d'Aurora viennent à 4, donc on est bien content de pouvoir tanker 4 en réaction. Contre Assassin aussi, bien sûr, et ça a son mot à dire. Contre Dorinthea aussi, ça a son mot à dire. Enfin, c'est fort dans beaucoup de match-up, mais je l'ai surtout mis en pensant à Aurora. Donc 3 sync, ça a aussi l'avantage de nous sculpter la main, si on n'a pas de draconique, ça nous permet d'aller chercher la draconique qui nous manque, et du moins avoir une chance supplémentaire d'avoir le draconique qui nous manque. Les 3 Fate Forcing, c'est parce que tout simplement je n'ai pas de Shelter from the Storm, voilà. De par mes obligations professionnelles, je peux pas le week-end forcément me déplacer et faire des gros events compétitifs, et très compétitifs. Donc mettre 300 balles dans 3 cartes pour faire des arbories et au pire de temps en temps un ProQuest ou un RTN, franchement pas envie. Voilà, j'ai d'autres priorités. Du coup Fate fait très bien le taf, ça tank 4, très bien. Si vous avez les shelters, mettez-les, c'est toujours un plus. Contre Aurora par exemple, c'est toujours un plus. De pouvoir défausser pour tanker les dégâts d'arcane. Donc oui, si vous les avez, tant mieux. Sinon, faites comme moi, version budget, jouez des Fate Forcing. Et si demain je viens à faire un gros event compétitif, je me les ferai tout simplement prêter. 3 exemplaires de Jagged Edge, plus 3 à notre attaque d'armes, et bien sûr les dégâts ne peuvent pas être prévenus, vous l'aurez compris, c'est pour Enigma.
Ça nous donne vraiment le pit edge en plus, et encore une fois, sans mauvais jeu de mots, contre Enigma. Je me pose la question de savoir si 3 c'est peut-être pas un peu trop. Je me tâte à en mettre que 2. Donc à tester par la suite, mais pour l'instant, je reste à 3. Donc Kabuto plus Jagged Edge contre Enigma, ça me donne vraiment un gros plus. Je pense que sans, on galérerait honnêtement contre Enigma, parce que c'est très très dur. Enigma a beaucoup de défense-réaction aussi, donc attention quand vous jouez votre Jagged Edge, parce que ça peut être risqué si en face il y a une réaction de défense. 2 exemplaires de Tenacity. Alors Tenacity, c'est très fort contre les decks qui veulent tanker, comme les decks grindy, les decks fatigue. C'est très fort contre Florian, par exemple. C'est très fort contre Jarl, contre tout ce qui veut défendre et nous amener au second cycle. C'est également utile, par exemple, contre les mecs, enfin les mecs, je dis les mecs, les femmes, enfin le joueur, la personne qui veut vous empêcher d'avoir votre troisième Filti, donc qui va avoir tendance à beaucoup bloquer pour pas que vous ayez votre troisième Filti et que vous soyez online. Vous allez clôturer votre combat chain avec un Tenacity qui va venir à 6. Je peux vous dire que votre troisième Filti, vous allez l'avoir sans problème. Et pareil, quand les match-up fatigue, grindy, qui aiment beaucoup défendre, une petite sauce à 6, voire plus si affinité en fin de game, ça permet de mettre les derniers points. C'est du pain béni, en plus ça bloque 3 et c'est jaune, ça peut être pitché en début de game pour payer nos coups de dague, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais beaucoup en rentrer 3, peut-être à la place d'un Jagged Edge, à voir. Mais voilà, d'autant plus que dans ma méta locale, il y a pas mal de Florian et de Jarl, donc pourquoi pas, à réfléchir. On conclut par un cachet impérial de commandement, donc c'est légendaire, c'est un objet, on ne peut en avoir qu'un seul dans le deck, c'est notre mini Command & Conquer. En action, on détruit la carte, les cartes de réaction de défense ne peuvent pas être jouées ce tour-ci, et si on est royal, ce qui est le cas, parce que oui, Fang est royal, on l'oublie, mais il est, la prochaine fois que l'on touche un héros ce tour-ci, on détruit toutes les cartes de son arsenal. Alors c'est dommage qu'on puisse en avoir qu'un dans le deck. Par contre, ça fait tellement le taf, c'est-à-dire que dans la méta actuelle, il y a énormément de défense-réaction, je trouve, et ça m'a permis de gagner des games de nulle part. Je pense à une game contre Florian, par exemple. Mon adversaire avait, je crois, 2 défenses réaction en main, ou 3, je sais plus, 2 ou 3, pas 2, même pas, je sais plus. Plus un arsenal. Du coup, j'ai craqué mon cachet impérial à ce moment-là. Il a pu défendre qu'avec 2 cartes de sa main. Donc comment vous dire que le Florian, il a pris des points dans la tête, il a perdu le Command & Conquer qu'il avait mis en arsenal. Donc voilà, le café a été fait, kebab, salade, tomate, oignon, enfin tout ce que vous voulez. Cette carte fait le taf dans les match-up concernés. On adore, on aime. Puis voilà, dommage que ça ne défende pas et qu'on n'en joue qu'un. C'est tout bon pour moi, les copains. Je pense qu'on a fait le tour de tout le deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, des trucs à ajuster. Je suis preneur de conseils, tout simplement, d'idées, d'avis, à tester, à voir tous ensemble. Deck buildons de façon collective, soyons fous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la bonne parole du Fangang, comme qui dirait. Et je vous remercie les copains, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao.